Cette conférence de qualité. Je voudrais revenir sur le problème de type sémantique qui est posé par la théorie de l'évolution. En science, la théorie est généralement régie par des équations. Ces équations prédisent effectivement, enfin, décrivent une certaine réalité et, dans certaines conditions, peut prédire effectivement d'autres réalités qui ne sont pas encore observées. D'une part. D'autre part, la théorie, qui dit théorie, dit forcément un principe de causalité, c'est-à-dire un déterminisme. Alors, comment concilier une théorie qui prône effectivement le hasard, l'aléatoire, le contingent, avec des choses qui relèvent effectivement du déterminisme dans ce cas-là? Je vous remercie, monsieur. Oui, votre question semble opposer hasard et déterminisme. Or, ce sont deux notions qui ne s'opposent pas. C'est-à-dire que si vous prenez une définition du déterminisme, est déterminé ce qui présente une cause, un phénomène déterminé, finalement, c'est un phénomène dont je peux illustrer la cause, ou même d'ailleurs où je peux supposer qu'il y a une cause, et il faut encore que je la cherche. Mais il y a énormément de phénomènes qui ont une cause, mais pour lesquels je ne suis pas encore en mesure de l'instancier, cette cause. Il y a un débat philosophique derrière, c'est de savoir s'il existe, après tout, des phénomènes qui seraient, dans le monde réel, indéterminés, des phénomènes sans cause. Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur cette question. En tout cas, sans vouloir trancher sur la question, au moins l'attitude prudente, me semble-t-il, c'est de dire ce qu'on appelle hasard, c'est un effet psychologique produit à partir, enfin, ou du moins devant un phénomène dont j'ai l'occurrence manifeste, mais dont je n'ai pas encore documenté la cause. Donc il n'y a pas véritablement à opposer hasard et déterminisme. Et là-dessus, l'évolution est tranquille, droite dans ses bottes, c'est-à-dire qu'elle assume complètement le fait que si on décide de les décrire à leur échelle, les déterminismes sont à l'œuvre, seulement on est à des échelles d'observation où plusieurs chaînes de cause à effet s'entrechoquent les unes dans les autres. Imaginez ce que c'est que la complexité de ce qu'on appelle l'environnement. La notion même donne le tournis quand on y pense. Quand on dit qu'on a du hasard dans les populations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les modifications qui se passent dans les individus ne se produisent pas nécessairement aux besoins des individus qui vont les subir. Ça peut leur être bénéfique, ça peut n'avoir aucun effet, ou ça peut être néfaste. Et ça, ce n'est pas prévu d'avance, en effet. On va dire qu'il y a du hasard à ce niveau-là. Eh bien, la population est variable, mais ceux qui vont réussir à faire des petits à la génération suivante, c'est ceux qui vont réussir à passer le filtre d'un environnement qui lui-même va changer de manière contingente. Le mot contingent, c'est une manière de dire, dans les milieux, j'ai des chaînes de cause à effet qui s'entrecroisent les unes dans les autres en des points qui sont imprévisibles. En tout cas, dans l'état de la science d'aujourd'hui, ils ne sont pas prévisibles. Et donc, l'évolution, sans renoncer à la notion de déterminisme, assume complètement cette idée qu'il n'y a pas de destin. Il n'y a pas de grande équation du grand tout. Pourquoi? Parce qu'en évolution, et j'en termine là, nous ne travaillons pas à partir d'objets de la nature qui sont ce qu'on appelle des universaux. Nous travaillons sur des particuliers. Je m'explique. Comme en évolution, vous êtes en biologie, vous êtes devant des corps qui, en eux-mêmes, portent la trace des étapes historiques par lesquelles leur lignage généalogique du passé sont passés. C'est ce qu'on appelle l'historicité. Quand vous prenez un atome de sodium et son voisin, le deuxième atome de sodium qui est juste à côté, un chimiste ou un physicien se fout éperdument de savoir quelle a été l'histoire individuelle de cet atome de sodium-là et de celui-là. Tous les atomes de sodium sont identiques a priori, c'est ce qu'on appelle des universaux. Du coup, comme vous avez des objets qui sont universaux, vous pouvez faire des lois dessus. Et d'où vos équations. En biologie, ce n'est pas ça du tout. En biologie, chaque cellule a une histoire. Chaque cellule, la forme de ses ribosomes, la forme de son réticulum endoplasmique, le nombre de protéines qu'elle va produire, telle protéine à tel moment, c'est déjà le fruit d'une histoire cellulaire à micro-échelle, bien sûr. Vous êtes devant des phénomènes, des entités physiques qui sont d'une telle complexité qu'ils ont enregistré même le fruit de leur histoire. Donc, vous n'avez pas de loi là-dessus. Parce que l'histoire, qu'est-ce que c'est si ce n'est que l'entrelac des différentes contingences qui sont passées. D'ailleurs, ces contingences, elles expliquent pourquoi tout à coup, on a un cancer. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est à l'œuvre dans notre corps, cette histoire-là. La bascule entre des logiques de coopération cellulaire et des logiques de compétition entre cellules d'un même tissu, la bascule, le déséquilibre de cette bascule
arrive à un moment dans l'histoire de la personne qui est complètement contingente. Enfin, on peut le penser comme ça en tout cas. Un corps est suffisamment complexe pour que ça puisse se penser comme un milieu, en quelque sorte, comme un environnement. Et donc, vous voyez, c'est la raison pour laquelle, quand on est en biologie, on ne fait pas de loi. On a des règles, mais on n'a pas de loi au sens où on les a en physique et en chimie. En physique et en chimie, je résume, donc, on a des entités qui sont universelles, on peut faire des lois à partir d'elles. En biologie, on n'a que des particuliers. D'où la difficulté de langage que j'ai cité. C'est que l'effort intellectuel que vous devez faire en biologie et en systématique, donc, c'est de proposer des noms généraux à des ensembles d'individus, dont vous savez que chacun est unique par son histoire. Et il est là le jeu conventionnel d'attribuer des noms. Sans être trop provocant, j'ai envie de vous dire, là dehors, il n'y a pas d'oiseaux. Il n'y a que des individus, vu d'un point de vue d'un biologiste. Oiseau, c'est une boîte dans ma tête. Il y a 10 503 espèces dans cette boîte. Et les oiseaux, ils ne se concertent pas pour faire ce qu'ils ont à faire dans le milieu. Ce n'est pas une entité cohérente d'un point de vue du fonctionnement des écosystèmes. C'est une entité cohérente d'un point de vue de l'histoire. Oui, c'est pas simple tout ça. Ah bah vous avez invité un intello, je suis désolé. Ah non, mais c'est très bien, c'est très bien. Il faut juste un petit peu de temps après pour tout assimiler. Non, je suis d'accord, il faut digérer, ouais. Ça, c'est sûr. Alors, moi, j'ai pas réussi à digérer le pointeur là. Alors. si, vous avez fait des progrès à la fin, oui, c'était mieux. Merci pour le conseil. Ouais. André n'avait pas